En 5 minutes, le palais s'est complètement tu. Le roi, le cœur même de toute la monarchie, a soudainement cessé de respirer dans sa chambre privée. Pas de sonnerie d'alarme, pas de dernier mot, seulement le bruit des respirations paniquées de ceux qui étaient le plus près de lui et les yeux déconcertés des gardes postés dans le couloir. À cet instant, toute la famille royale sembla figée dans le temps. Avez-vous déjà imaginé ce que c'est que d'être témoin de la frontière entre la vie et la mort juste devant vos yeux? Cette information a été confirmée par l'équipe médicale du roi et ses gardes les plus fidèles. Ils ont été les premières personnes sur les lieux, ceux qui ont personnellement essayé de le ranimer dans ces dernières minutes. Selon des sources exclusives de l'intérieur du palais, chaque détail provient de comptes rendus officiels, pas de rumeurs. Cela rend cet incident encore plus lourd, car, pour la première fois, la maison royale est confrontée à une crise qui pourrait remodeler tout l'avenir de la monarchie. Les premiers instants furent un chaos total. Avant que quiconque ose pleurer, chaque membre de la famille royale a dû faire face à sa plus grande peur. Non seulement la peur de la perte, mais aussi du pouvoir, des titres et de l'ordre fragile de la succession. Le palais a été immédiatement bouclé. Les médecins du roi ont été convoqués d'urgence et les appels téléphoniques internes n'ont pas cessé dans toute la résidence royale. Tout le monde a compris une chose. Un seul mot de travers pouvait ébranler l'Empire. Au milieu de cette atmosphère tendue, une question s'est posée. L'état de santé réel du roi a-t-il été caché tout ce temps? Ses sourires, lors d'apparitions publiques, n'étaient-ils qu'une façade calme cachant la tempête intérieure? Qu'en pensez-vous? Le palais dissimule-t-il la vérité sur la maladie du roi? Appuyez sur 1 si vous pensez que oui. Appuyez sur 2 si vous pensez qu'il s'agissait simplement d'une urgence médicale soudaine. À l'intérieur de la chambre privée du roi, une faible lumière filtrait à travers les épais rideaux, projetant une lueur pâle sur son visage sans vie. Il était 17h47. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé dans cet premier instant, seulement le bruit d'un verre de cristal tombant sur le sol, un bouchon de stylo roulant doucement sur le bureau en bois, puis un silence étrange remplissant la pièce. Lorsque les gardes sont entrés, le roi était affalé sur sa chaise, sa main reposant sur un document à moitié signé, sans respiration, sans mouvement. L'air était lourd, comme si tout l'oxygène avait été aspiré. Docteur. Le premier cri perça le silence. 2 gardes se précipitèrent dans le couloir. L'un courut à l'unité médicale. L'autre passa un appel d'urgence à l'équipe médicale du palais. En moins d'1 minute, des pas résonnèrent sur le sol de marbre. Les radios crépitaient fortement. La porte s'ouvrit en grand. 3 médecins firent irruption avec des trousses d'urgence, des bouteilles d'oxygène et un défibrillateur. Vérifiez le pouls et la respiration, ordonna le médecin en chef. Les mouvements étaient rapides, mais tremblants. Pas de pouls, pas de réponse. La voix du jeune médecin se brisa. Dans cette pièce suffocante, seul le ton monotone du moniteur résonnait tandis que la trotteuse de l'horloge rampait comme pour se moquer du temps lui-même. Commençait la RCP. L'ordre retentit. Un médecin appuya fermement sur la poitrine du roi, stable, fort, inflexible. Un autre ajusta la sonde d'intubation et vérifia la ligne d'oxygène. La sueur ruisselait sur leur front, leur blouse blanche collant à leur peau. Charge pour le premier choc. Le défibrillateur émit un bip, un éclair de lumière. Le corps du roi tressaillit, aucune réaction. Deuxième choc. Tension plus élevée. Une lumière aveuglante remplit la pièce. Les médecins vérifièrent son pouls et sa respiration. Les gardes passèrent des appels d'urgence. Chaque seconde devint un combat entre la vie et la mort. Dans le couloir, la reine resta figée, serrant fermement un mouchoir blanc dans sa main. Elle n'était pas autorisée à entrer, mais ses yeux suivaient chaque mouvement à l'intérieur. Un serviteur murmura « Sa Majesté ira bien, Votre Majesté ».
Elle hocha faiblement la tête, sa voix tremblant. Il n'a jamais été aussi faible auparavant. Chaque petit bruit résonnait clairement dans le long couloir où les portraits des ancêtres semblaient observés en silence. Le matériel médical remplissait la pièce, la lumière aveuglante. Pourtant, chaque mouvement était rapide et précis. Le médecin en chef vérifia à nouveau tous les moniteurs. La ligne du rythme cardiaque restait plate. Un vide terrifiant. Augmentez l'oxygène. Continuez à appuyer. Les ordres arrivèrent rapidement. Le 3e garde était déjà en contact direct avec le centre médical royal, leur demandant de préparer l'unité de soins intensifs. À ce moment-là, l'horloge indiquait 17h52, seulement 5 minutes, mais cela semblait une éternité. L'odeur d'antiseptique se mêlait à l'odeur métallique des instruments médicaux. Chaque choc électrique apportait à la fois espoir et crainte. Ne perdez pas le rythme. Continuez, cria le médecin en chef. Puis, soudain, un faible bip se fit entendre. Un faible poule apparut sur le moniteur. Tout le monde se figea. Il y a un signal. Son rythme cardiaque est revenu. La voix se brisa, prise entre le soulagement et la crainte. Une infirmière fondit en larmes, les essuyant rapidement pour continuer à travailler. Le médecin en chef fit signe de stabiliser la tension artérielle. Commencez la perfusion intraveineuse. Surveillez attentivement. Le roi resta inconscient, son visage pâle, mais sa poitrine recommença à se soulever. Mettez-le sur la civière. Préparez-vous à le transférer dans la salle médicale spéciale. L'ordre retentit, sec et autoritaire. Les portes s'ouvrirent, la lumière du couloir se répandant dans la pièce, effleurant le visage de la reine. Elle s'avança, les yeux brillants de larmes. « Est-il encore vivant ?» demanda-t-elle doucement. « Pour l'instant, oui, Votre Majesté, » répondit le médecin, une phrase qui était à la fois salut et sentence à la fois. Le long du couloir, les gardes s'alignèrent, inclinant la tête au passage de l'équipe médicale. Le bruit des roues de la civière résonna lourdement sur le sol de marbre. L'ensemble du palais fut placé en état d'urgence. La sécurité fut doublée, les chaînes médiatiques coupées. Aucune information ne devait quitter les lieux. Tout le monde comprit. Même la plus petite rumeur pouvait déclencher la panique dans tout le pays. À l'intérieur de la suite médicale centrale du palais, les médecins travaillèrent rapidement. Les machines émettant des bips sans rythme. La tension artérielle est temporairement stable. Le rythme cardiaque est faible mais régulier. Un médecin rapporta « Gardez un silence absolu. Personne n'entre sauf l'équipe de traitement. » La reine était assise à l'extérieur de la salle, serrant fermement son chapelet. Le vent sifflait à travers la fente de la vieille porte, apportant la fraîcheur de la fin d'après-midi. Un serviteur se pencha et murmura « Votre Majesté, le prince de Galles est en route. » Elle hocha faiblement la tête, son regard toujours fixé sur la porte, derrière laquelle l'homme avec qui elle avait partagé un demi-siècle était maintenant immobile, entouré de machines froides. Le temps ralentit. Chaque minute semblait être une épreuve de foi. À l'intérieur, le médecin en chef notait chaque chiffre, chaque lecture. Personne ne parlait. Seul le bourdonnement des moniteurs emplissait l'air. Une faible ligne de poux vacillante brillait sur l'écran, preuve fragile de vie. « Nous ne pouvons encore rien dire, » murmura le médecin. « Mais il se bat toujours. » Tout le palais sembla retenir son souffle. Chaque pièce, chaque couloir vibrait du même rythme. Le rythme de l'attente. Des gardes à l'extérieur aux domestiques de cuisine en bas, tout le monde savait que ce qui se passait derrière cette porte pouvait décider du destin de la monarchie elle-même. Et pendant que les médecins travaillaient sans relâche à l'intérieur, les premières vagues d'inquiétude se répandirent parmi le reste de la famille royale. Des bribes d'informations filtrèrent par des appels étouffés, des regards nerveux, des pas précipités dans les anciens couloirs.
Une tempête se formait cependant non seulement dans cette salle médicale, mais au cœur même du royaume. La nouvelle de l'état de santé du roi se répandit dans le palais comme un courant électrique froid. Au moment où la voiture de la princesse Anne arriva aux portes, le ciel s'était déjà assombri. Le vent balayait les vieux arbres, murmurant de lourds sons de crainte. À l'intérieur du grand hall, William était déjà là, assis sur un banc de velours, les coudes sur les genoux, les mains couvrant son visage, les yeux fixés sur le sol de marbre froid. Personne ne parlait. Seul le tic-tac de l'horloge au mur décomptait chaque seconde. Chacune d'entre elles, une bataille pour le souffle du roi. La porte s'ouvrit. La princesse Anne entra, son visage tendu mais composé. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, vit William courbé, ses mains tremblant légèrement. Elle s'approcha de lui, posa une main sur son épaule et dit doucement mais fermement : « Nous devons rester calmes. Chaque minute compte. » Ces paroles traversèrent la pièce comme une lumière stable, douce mais inébranlable, et tout le monde se tut. Un médecin sortit du couloir intérieur, s'inclinant légèrement. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. « Votre Altesse royale. » Anne hocha la tête, les yeux fixés sur la porte fermée devant elle. Au-delà se trouvait son père, l'homme qui avait porté le poids d'une nation pendant des décennies, maintenant immobile au milieu du froid bourdonnement des machines. William leva la tête, les yeux rouges. « J'ai parlé à son médecin personnel, » dit-il doucement, la voix brisée. « Ils ne peuvent toujours pas se prononcer avec certitude. » Anne hocha à nouveau la tête, se dirigeant vers la fenêtre. La lumière extérieure se reflétait faiblement sur la vitre, reflétant les deux. Deux enfants, deux visages liés par la même peur, tous deux luttant pour se maintenir stables dans la tempête de l'incertitude. Quelques conseillers entrèrent, portant des téléphones et des dossiers. Les médias ont commencé à poser des questions. L'un d'eux murmura : « Nous devrions publier une déclaration bientôt, avant que les rumeurs ne se répandent. » William leva les yeux, son ton bas mais ferme. « Pas encore. Pas un seul mot tant que nous ne savons pas exactement ce qui se passe. » Les mots étaient résolus, mais sa main se serrant sur son genou trahissait la tension qu'il s'efforçait tant de cacher. Dehors, la reine restait dans la salle médicale. La porte était entr'ouverte, des lumières blanches se répandant faiblement dans le couloir, faibles mais dures. Une infirmière passa, portant un plateau d'instruments, les yeux rougis par les larmes. Tout le monde comprit que le silence maintenant était bien plus terrifiant que n'importe quelle alarme ne pourrait jamais l'être. Dans une petite pièce au bout du couloir, les enfants de William étaient surveillés par leur nounou. Ils étaient assis serrés sur un canapé, fixant la télévision avec le son coupé. Seulement l'image des ambulances clignotant devant les portes du palais. « Où est papa ?» murmura la petite fille. La nounou prit leurs mains, forçant un sourire. « Il aide grand-père. »« Chérie, ne t'inquiète pas. » Mais ses propres yeux brillèrent de larmes. Les enfants ne comprenaient pas ce qui se passait, seulement que leur grand-père menait la plus grande bataille de sa vie. William s'approcha de la haute fenêtre, fixant la cour sombre. Des lampes jaunes brillaient sur les pierres mouillées, les ombres des gardes se déplaçant lentement sur le gravier. Un sentiment de vide se répandit en lui, en partie de la peur, en partie de l'impuissance. Une moitié de lui était encore un fils, priant pour un miracle. L'autre savait déjà que si le pire arrivait, il n'aurait pas le temps de pleurer. La couronne tomberait sur ses épaules en un instant. La princesse Anne était assise à un bureau voisin, ouvrant un petit carnet, notant ce qui devait être fait, contacter le Premier ministre, vérifier la liste des conseillers, revoir le programme royal. Chaque ligne qu'elle écrivait était une façon de s'empêcher de s'effondrer. Elle avait passé toute sa vie à rester calme, pendant que le monde autour d'elle perdait le contrôle. Pourtant, ce soir,
Ses mains tremblaient. Au bout du couloir, un agent de sécurité s'approcha de William et murmura. Il hocha la tête, puis se tourna vers Anne. « Les médecins veulent nous parler dans quelques minutes. » Ils marchèrent côte à côte, silencieux, leurs pas lourds sur le sol de pierre. Ils s'arrêtèrent devant la grande porte, des lumières vives s'infiltrant à travers la fente. Personne n'osa l'ouvrir au début. À ce moment-là, Annie murmura. « Père disait toujours que face à la peur, le plus important est de rester ferme. » William la regarda, les yeux humides mais stables. « J'espère juste que je le pourrai, » dit-il doucement. La porte s'ouvrit. Le médecin en chef sortit, enlevant son masque, l'épuisement gravé sur son visage. « Sa Majesté est temporairement stable, » dit-il, « mais son état reste critique. » Un souffle s'échappa à William et ferma les yeux brièvement, puis les rouvrit avec résolution. « Surveillez de près. Dites-moi immédiatement ce dont vous avez besoin. » Le médecin hocha la tête et disparut à nouveau dans la pièce. La porte se referma et le silence revint. La reine n'était toujours pas sortie. Dans le hall principal, des bougies étaient allumées. Les flammes vacillantes dansaient sur les anciens portraits qui ornaient les murs. William s'assit en fixant une photo du roi prise lors de la dernière cérémonie royale. Visage rayonnant, sourire confiant, yeux brillants de vie. Il réalisa alors que l'image avait été un masque, un mur cachant des années d'épuisement et de douleur que seule la famille avait vu. Anne se tenait derrière lui, sa voix basse. « C'est étrange, n'est-ce pas? Nous passons notre vie à apprendre à paraître calmes, pour finalement réaliser que nous ne faisions que cacher notre peur. » William ne dit rien. Il se contenta de hocher la tête. Dehors, la pluie commença à tomber, de douces gouttes tapant contre le cadre de la fenêtre. La lumière dans la pièce s'éteignit, laissant l'image de deux enfants devenus adultes, silencieux, attendant à l'intérieur d'un palais autrefois rempli de rires, ne résonnant plus que de taille. Et pendant qu'ils attendaient des nouvelles des médecins, un autre sentiment s'insinua dans l'air. Le sentiment que le deuil n'était pas partagé équitablement parce qu'à l'intérieur du même palais, alors que certains avaient vraiment peur, d'autres avaient déjà commencé à calculer l'avenir. L'air à l'intérieur de la salle médicale royale était épais, comme si même l'oxygène retenait son souffle à chaque battement fragile du cœur du roi. Le moniteur émettait un bip régulier. Bip, bip. Chaque son, un fil d'espoir fragile dans le cercle des médecins et des infirmières. Camilla était toujours là. Elle n'avait pas bougé depuis le moment où le roi avait été amené. Les bras croisés, les épaules tremblants, les yeux brillants, le visage strié de larmes. Pourtant, son regard, froid, profond, délibéré, donnait à la pièce un malaise glacial. Personne ne dit un mot, mais tout le monde le sentit. Il y avait quelque chose dans son chagrin qui ne semblait pas réel. Une infirmière lui offrit un mouchoir. Camilla hocha doucement la tête, essuyant ses larmes lentement, avec soin, comme si elle avait peur de perturber l'image observée. Chaque mouvement était parfait, précis, presque répété. Quand un médecin soupira, elle baissa la tête. Quand une autre infirmière pleura doucement, elle plaça sa main sur son cœur, les lèvres tremblants. Mais au milieu d'une panique authentique, sa réaction ressemblait à une performance perfectionnée à la perfection. Camilla essuya ses larmes, mais ses yeux balayèrent la pièce, calculant. Ces larmes étaient-elles réelles ou simplement une performance pour la caméra? Personne n'osa croiser son regard. Pourtant, tout le monde sentit la différence. Le vrai chagrin est brut, cru, imprévisible. Le sien était arrondi, chronométré et mesuré juste assez pour susciter la pitié. Lorsque les médecins annoncèrent que le rythme cardiaque du roi s'était stabilisé pour l'instant, William entra,
l'inquiétude toujours gravée sur son visage. Camilla s'avança immédiatement, sa voix tremblant. Ils l'ont sauvée, vous voyez. Cela sonnait émotionnel. Mais il y avait quelque chose de trop vif et de trop délibéré, comme si elle voulait que quelqu'un d'autre l'entende. William se contenta de hocher la tête, silencieux. Ses yeux brillèrent, mais elle ne le regarda pas directement. Son regard dériva sur les médecins, les infirmières et la reine, comme si elle étudiait chaque réaction. La princesse Anne se tenait de l'autre côté de la pièce, observant en silence. Elle ne dit rien, mais son regard était plus froid que n'importe quelle accusation. Elle avait passé sa vie à lire les gens, et elle connaissait bien la différence entre la compassion et l'imitation de celle-ci. Lorsque Camilla s'approcha du chevet, prenant doucement la main du roi, elle se pencha, la voix tremblant. « Mon amour, réveille-toi, s'il te plaît. » Les mots planèrent dans l'air, mais personne ne les crut. Plus tard, une des infirmières royales qui avait servi la famille pendant des années se souvint. « À ce moment-là, j'ai vu son reflet dans le miroir. Pas de larmes du tout, juste un regard vide et froid, comme si elle calculait quelque chose. » Pendant que William et Anne inclinèrent la tête en prière, Camilla se tenait droite, ajusta ses cheveux et jeta un coup d'œil autour de la pièce, peut-être involontairement ou peut-être pas. Son regard s'attarda sur le rideau au pied du lit du roi, où l'écusson royal et le dossier médical étaient accrochés. Cela dura seulement 1 seconde, mais c'était suffisant pour que tout observateur attentif se demande « S'inquiétait-elle pour son mari ou pensait-elle déjà au-delà de lui ?» Les observateurs à l'intérieur de la maison royale remarquèrent tous la même chose. Le vrai chagrin ne peut pas être joué. Quelques serviteurs murmurèrent dans le couloir. L'un murmura « Si je ne savais pas qu'elle avait fait du théâtre amateur lors d'événements caritatifs, j'aurais pu croire qu'elle avait vraiment le cœur brisé. » L'autre répondit « Peut-être est-elle simplement consciente que les caméras de sécurité dans la pièce enregistrent toujours. » Cette phrase les fit taire tous les deux, dans le palais. Parfois, un simple coup d'œil peut susciter toute une tempête de rumeurs. William resta au chevet, les mains serrées. Camilla se rapprocha et posa une main sur son épaule. « Tu devrais te reposer un peu, » dit-elle doucement. « Je vais rester avec lui. » Ces mots semblaient maternels, mais ils lui donnèrent froid dans le dos. Il y avait quelque chose dans son ton, une tendresse trop mesurée, un calme qui ressemblait plus à du contrôle. William se leva, répondant doucement. « Merci, mais je vais rester. » La princesse Anne, qui avait observé tout l'échange, se tourna vers le secrétaire à proximité et dit à voix basse « Notez l'heure et l'état de santé de Sa Majesté. » C'était sa façon subtile de couper court à l'air artificiel qui avait envahi la pièce. Anne savait que parfois, le silence de la sincérité, est la forme de défi la plus forte. Camilla s'assit à côté du lit, inclinant la tête vers le roi. Sa main reposait doucement sur la couverture, mais sa prise se resserra légèrement, comme pour revendiquer la possession. D'autres larmes tombèrent, scintillant dans la lumière stérile, mais cette fois, personne ne les crut. Dans cette pièce, l'épuisement, la peur et le désespoir silencieux des autres rendaient son chagrin creux, exagéré, voire théâtral. Un médecin vérifia sa montre à l'intérieur. Sa Majesté a besoin d'un repos complet. Camilla répondit immédiatement, si rapidement que tout le monde se tourna vers elle. « Je vais m'en assurer. » Son ton était ferme, stable, presque répété, comme si elle attendait cette réplique. Anne la regarda sans dire un mot, baissant les yeux, bien qu'un sentiment de malaise se soit déjà élevé dans sa poitrine. À l'extérieur de la pièce, des messages commencèrent à circuler sur le réseau du palais. Camilla est en charge à l'intérieur de la suite médicale et elle a l'air terriblement calme. Est-ce ainsi qu'elle assure sa position? Personne ne l'a dit à voix haute, mais les murmures se tissaient déjà à travers les murs. À l'intérieur, Camilla se leva, prit une profonde inspiration
et regarda autour d'elle. « Nous devons tous rester forts pour le roi, » déclara-t-elle. Sa voix résonna dans la pièce, comme un appel au ralliement. Mais quand elle se détourna, le reflet de la lumière dans ses yeux révéla non pas du chagrin, mais la conscience aiguë de quelqu'un qui commande. Anne la regarda partir, puis ferma doucement les yeux et pensa. Parfois, les larmes ne sont que le rideau qui cache le pouvoir. L'air resta lourd, mais quelque chose avait changé. La peur qui remplissait la pièce s'était transformée en prudence, et pas seulement pour la santé fragile du roi, mais pour la personne qui se tenait à côté de son lit. La salle médicale brillait sous une lumière pâle. Le moniteur émettait un bip régulier, bien que la ligne de fréquence cardiaque vacillante fasse palpiter chaque poitrine. Le médecin en chef se pencha près du lit, les yeux fixés sur l'écran, la sueur coulant sur sa tempe. Une infirmière tenait la main du roi, comptant son pouls tout en murmurant une prière. À proximité, William et Anne restèrent immobiles, respirant à peine. Le temps semble suspendu, chaque seconde traînant comme du plomb. Puis soudain, un faible son, doux mais indubitable, perça le silence. La ligne du rythme cardiaque commença à monter lentement, plus uniforme, plus stable. Un médecin revérifia les lectures, ses yeux s'illuminant. 50, 60, 70. Il se stabilise, annonça-t-il, la voix tremblant. Toute la pièce se figea, attendant la confirmation finale. Le médecin en chef enleva ses lunettes, regarda autour de lui et parla clairement. Chaque mot mesuré, rythme cardiaque stable. Sa Majesté est hors de danger immédiat. Pendant un instant, la pièce sembla briller plus fort. Personne ne parla, puis vint une vague de souffle libéré. Halètement. Ouais, soulagement. Une infirmière fondit en larmes, une autre se couvrit la bouche. Des larmes coulant, William recula, enfouissant son visage dans ses mains, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Anne s'affaissa dans une chaise, les yeux fermés, les lèvres tremblant d'émotion. Le médecin annonça. Son rythme cardiaque est stable. Sa Majesté est hors de danger. La pièce retint son souffle, puis expira dans un soupir de soulagement doux et tremblant. Camilla était toujours à côté du lit, mais cette fois, personne ne la regardait plus. Tous les yeux étaient fixés sur le roi, l'homme qui venait de reprendre son souffle aux mains de la mort. Le bip régulier du moniteur sonnait comme la mélodie la plus fragile et la plus précieuse de la terre. William s'approcha, plaçant doucement sa main sur celle de son père. Une vraie chaleur, faible mais indéniable. Il inclina la tête et des larmes tombèrent sur cette vieille main usée. « Père, tu es toujours là, » murmura-t-il. De l'autre côté du lit, la reine Camilla tenait son autre main, les yeux brillants, les lèvres tremblant sans bruit. Derrière eux, Anne se tenait à une distance respectueuse, silencieuse, mais présente. Ses yeux croisèrent ceux de William pendant un instant fugace. Aucun mot, juste une vérité partagée. Nous avons encore le temps. Les médecins ajustèrent les machines, vérifièrent les niveaux d'oxygène, enregistrèrent chaque détail. L'un d'eux expira avec incrédulité. Je n'ai jamais vu quelqu'un se rétablir aussi rapidement après un arrêt cardiaque aussi long. Un autre hocha la tête. Il est aussi fort que jamais. Leur voix portait un mélange de crainte et de respect. La nouvelle se répandit instantanément dans le couloir. Une infirmière murmura aux gardes à la porte. « Sa Majesté est hors de danger. » Le message se déplaça comme une étincelle dans l'obscurité. En 5 minutes, tout le palais se sentit transformé. Les serviteurs,
échangèrent des sourires de soulagement. Les soldats à la porte se serrèrent en la main. Le personnel de communication soupira à l'unisson. Une vague de soulagement se répandit de la plus haute chambre au couloir le plus éloigné. À l'extérieur des portes du palais, des centaines de personnes avaient attendu toute la nuit glaciale lorsque la nouvelle fut confirmée. La foule éclata. Une femme fondit en larmes, se couvrant le visage. Un vieil homme leva haut la photographie du roi et cria « Il est vivant. Que Dieu bénisse l'Angleterre. » Des acclamations et des sanglots se mêlèrent dans l'air. Les chaînes d'information commencèrent à diffuser le titre « Le roi hors de danger ». Le palais confirme que son état est stable. À l'intérieur, William s'affaissa dans la chaise à côté du lit, tenant toujours la main de son père. Il ne dit rien, il observa simplement le rythme lent et régulier de sa respiration. À cet instant, il sentit que la vie lui avait rendu son cadeau le plus rare. Le temps n'était plus seulement celui d'un fils effrayé. William sentit une poussée de devoir tranquille en lui. Si ce miracle avait été accordé, pensa-t-il, alors il ne doit pas être gaspillé. Anne se dirigea vers la fenêtre, contemplant les jardins couverts de brume. Elle vit les premiers rayons de l'aube percer les chênes. Le ciel s'adoucit, et son cœur aussi. Après une nuit étirée par la peur, elle murmura « Dieu merci, nous avons encore notre frère. » Les médecins continuèrent à travailler, mais l'énergie avait changé. Plus de voix frénétiques, plus d'ordres brusques, seulement des mouvements prudents et révérencieux, comme s'ils manipulaient quelque chose de sacré. Une infirmière murmura « Les miracles existent ». Une autre répondit doucement « Non seulement en médecine, mais dans la volonté de vivre ». Des rapports furent déposés dans la salle de réunion d'urgence du palais. Les secrétaires notèrent « L'état du roi est stable, il a besoin d'un repos complet. Pas de visiteurs pendant 48 heures. Le message fut envoyé aux médias. Déclaration courte, sans commentaire. » Pourtant, tout le monde savait qu'une vague de titres joyeux se formait déjà au-delà des portes du palais. Sur les médias sociaux, des millions de personnes partagèrent l'annonce du palais de Buckingham. Les commentaires affluèrent. « Merci d'être encore là. L'Angleterre a toujours son cœur, un miracle des temps modernes. » Des photos du roi souriant lors d'engagements passés refirent en surface, adoucissant l'ambiance dans tout le pays. Dans la salle tranquille, William leva la tête et regarda autour de lui. Il vit Camilla assise dans le coin le plus éloigné, son visage pâle, ses yeux toujours humides. Mais cette fois, il ne se concentra pas sur elle. Chaque émotion en lui était attirée vers son père. Pas le monarque, pas le symbole, mais l'homme, fragile et humain, allongé dans ce lit. La princesse Anne se tenait à proximité, les mains jointes. Elle ne dit rien. Elle hocha simplement la tête faiblement lorsque William la regarda. Entre eux, aucun mot n'était nécessaire, seulement un regard qui disait tout. Ils savaient tous les deux que ce moment serait gravé dans la mémoire à jamais. La respiration du roi devint plus régulière. La lumière scintilla sur l'écusson royal au-dessus du mur, baignant la pièce d'une douce chaleur. Un médecin ajusta la couverture et recula, le soulagement adoucissant son visage. Dans le couloir, des serviteurs portaient des plateaux de thé pour la reine et la princesse Anne. Personne ne but. Ils ne tenaient que les tasses pour se réchauffer. Un jeune soldat, en apprenant la nouvelle, sortit doucement une petite photo de sa poche, une prise avec le roi lors du défilé de l'année dernière. Il la regarda longuement, puis sourit. Dans tout Londres, les cloches des églises commencèrent à sonner. Pas des cloches funéraires, mais des cloches de joie, profondes, résonnantes, pleines d'espoir. Le son roula à travers la ville, se mêlant au bourdonnement du trafic matinal
rappelant à tous que la vie, après tout, est plus forte que la peur. Un assistant en communication entra doucement dans la pièce. « Votre Altesse, la bonne nouvelle s'est répandue. Tout le pays prie pour lui. » William répondit doucement. « Qu'il se réjouisse. Il mérite de croire à nouveau. » Et dans cette chaleur, au milieu du soulagement, de l'épuisement et de la gratitude, une mince couche de silence persistait encore. Le genre de silence partagé par ceux qui comprennent que derrière chaque miracle se cache une autre épreuve. Alors que le soleil du matin se répandait à travers la haute fenêtre, brillant sur le sol poli, tout le monde dans la pièce le sentit. Il venait de franchir une frontière fragile entre la perte et l'espoir. Dehors, les oiseaux commencèrent à chanter haut dans les arbres, un hymne triomphal à la vie elle-même. Ce matin, à Londres, ne ressemblait à aucun autre. Le soleil pâle perça un ciel humide, projetant un faible scintillement sur le lac dans les jardins du palais. En surface, l'air semblait calme, mais derrière les vieux murs de pierre, une dynastie se transformait. Le roi Charles resta dans l'aile de convalescence, surveillé par des médecins en rotation. Pourtant, à l'intérieur des chambres intérieures du palais, des réunions discrètes avaient déjà commencé. Des réunions sur la succession. Personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde comprit. Une erreur, un mot de travers, et le royaume pouvait sombrer dans le chaos. William se tenait près de la fenêtre, tenant une tasse de thé refroidi. Son regard s'attarda sur le jardin lointain, où les premières roses de la saison se balançaient doucement dans le vent. Chaque pétale qui tombait lui rappelait le temps, toujours en mouvement plus vite que les décisions humaines. Depuis que son père était tombé malade, tout à l'intérieur du palais avait changé. Plus de réunions, des regards différents, et même le silence lui-même portait maintenant un poids. Ce matin-là, le secrétaire privé royal frappa à sa porte. « Votre Altesse royale, le Conseil des conseillers est prêt. La réunion commence dans 10 minutes. » William posa sa tasse et prit une longue inspiration. Il savait que ce ne serait pas une réunion ordinaire. Aujourd'hui, il serait officiellement informé du lancement des préparatifs de son couronnement, un processus qui pourrait prendre des mois, voire des années, mais qui commencerait ce jour même. Le long couloir d'hommes d'or, recouvert d'une moquette rouge foncée, menait à une salle de conférence lumineuse. Des portraits d'anciens monarques ornaient les murs, leurs visages sévères observant chaque pas qu'ils faisaient. Lorsque les grandes portes s'ouvrirent, William s'arrêta. Pendant un instant, il entendit son propre rythme cardiaque, stable, fort, se mêlant au tic-tac d'une horloge ancienne. Puis il entra. William entra dans la pièce avec un regard composé et sérieux. Les décisions prises aujourd'hui façonneraient le destin de la monarchie. À l'intérieur, des conseillers, des secrétaires et le Premier ministre étaient déjà assis. Des piles de dossiers lourds couvraient la table. Des calendriers cérémoniels étaient marqués à l'encre rouge. Personne ne parla lorsqu'il entra, mais tous se levèrent. Il n'était plus simplement le prince de Galles. À leurs yeux, il était déjà le futur roi. L'archevêque de Canterbury commença. « Votre Altesse royale, le roi est toujours en convalescence, mais en vertu des directives constitutionnelles. Les préparatifs de la succession ne peuvent être retardés. Nous devons commencer le processus de couronnement pour assurer la stabilité du royaume. » William hocha la tête. « Je comprends. » Le Premier ministre enchaîna. « Votre Altesse royale, le gouvernement vous aidera dans tous les détails, mais il y a des choix que vous seul pouvez faire. Votre serment, vos symboles, votre voix au peuple. Cette ère a besoin d'un type de monarque différent, plus proche du public, mais inébranlable dans sa dignité royale. » Il écouta attentivement, prenant des notes. Bien qu'un malaise tranquille s'agitât en lui, chaque mot dans cette pièce semblait lourd d'histoire. Alors que la réunion dépassait les 2 heures, William sentit le poids d'un royaume se poser sur ses épaules.
Personne ne pourrait jamais être vraiment préparé à ce sentiment. Quand elle se termina, les autres se levèrent, s'inclinèrent et partirent. William resta assis, fixant les dossiers devant lui, entre les lignes sur les rituels, les budgets et la logistique. Il se vit, un homme lentement dépouillé du droit d'avoir peur. Cet après-midi-là, il fut emmené à l'abbaye de Westminster pour examiner la disposition cérémonielle. L'abbaye, vieille de plus de 1000 ans, avait été témoin des couronnements de dizaines de rois et de reines d'Angleterre. En entrant, il leva les yeux vers la haute voûte, ces sculptures complexes captant la lumière à travers les vitraux. Du rouge, du bleu et de l'or se répandirent sur le sol de pierre comme le flux sanguin de l'histoire coulant sous ses pieds. Le maître de cérémonie expliqua chaque détail. L'emplacement du trône, le parcours de la procession, l'hymne qui jouerait à son entrée, chaque seconde, chaque mouvement avait été calculé. Mais William resta silencieux. Il marcha lentement vers le trône recouvert de velours, passant sa main le long du bord sculpté du bois. Le froid de celui-ci se répandit à travers sa peau. À ce moment-là, il réalisa à quel point la gloire est proche de la solitude. Il savait que le couronnement n'était pas simplement une cérémonie, que c'était une attente de toute une vie avec chaque détail gravé dans le destin. Ce soir-là, de retour dans son bureau, les photos de famille étaient toujours soigneusement rangées. La première était de son père, le roi Charles, souriant doucement, la main sur l'épaule de William, lors d'un pique-nique il y a longtemps. La deuxième était de sa mère, la princesse Diana, ses yeux brillants et chaleureux, portant toujours cette foi inébranlable qu'elle lui avait autrefois donnée. Il les regarda longuement et murmura « Maman, j'aimerais que tu puisses voir ce jour, mais je sais que tu es ici à regarder. » Dehors, la pluie tapait doucement contre les fenêtres. William s'assit seul ouvrant un petit carnet. Chaque ligne qu'il écrivit tremblait, non pas de peur, mais de la conscience qu'il écrivait le chapitre d'ouverture d'une nouvelle ère. Il écrivit « Il ne s'agit pas d'hériter d'une couronne chez Bam, il s'agit d'hériter de la responsabilité. Sans confiance, la couronne ne signifie rien. » Le lendemain matin, l'essayage de ses vêtements cérémoniels eut lieu. Des tailleurs arrivèrent avec des robes, des gants en fil d'or et une fausse couronne. William se tint devant le miroir, essayant la robe, lourde plus de 10 kilos, son poids pesant sur ses épaules. « C'est fait pour que celui qui la porte ressente le fardeau du pouvoir, » expliqua le tailleur. Il sourit faiblement. « Et peut-être, dit-il, la solitude qui l'accompagne. » Dehors, la princesse Anne observait tranquillement William. Elle ne voyait plus le garçon incertain qu'il était autrefois, mais un homme apprenant à entrer dans le destin. Quand il se tourna, elle hocha simplement la tête. Pas de mots. Sa confiance silencieuse suffisait à le stabiliser. Camilla, cependant, était différente. Elle garda ses distances, son expression illisible. Elle savait qu'une fois le couronnement commencé, sa place dans la hiérarchie changerait. Sous un nouveau règne, Zam, les projecteurs se tourneraient vers William et Catherine. Elle soupira doucement, tournant la bague à son doigt avant de quitter la pièce. Cet après-midi-là, William rencontra en privé le Premier ministre. Ils s'assirent face à face dans une pièce tranquille, le projet de son discours de couronnement entre eux. Le Premier ministre commença. « Votre Majesté, le peuple a besoin d'entendre quelque chose de nouveau, pas seulement des promesses. Il a besoin de sentir que ce règne sera plus proche, plus humain. » William répondit. « Je comprends, mais la proximité ne peut signifier la faiblesse. Un roi doit inspirer la confiance, pas la pitié. » La conversation dura près d'1 heure. Quand elle se termina, le Premier ministre se leva et s'inclina. « Je crois que vous réussirez, Votre Majesté. Ce pays a attendu bien trop longtemps un tel moment. » Ce soir-là, William marcha seul dans les longs couloirs du palais.
Des lampes dorées projetaient une douce lueur sur les portraits des monarques passés, des visages qui semblaient scruter ses pensées. Il s'arrêta devant le portrait de la reine Élisabeth II, son arrière-grand-mère, qu'il avait toujours admirée. « Je ne sais pas si je peux faire ce que vous avez fait, » dit-il doucement. « Mais je vais essayer d'en être digne. » Le lendemain, la réunion finale pour le calendrier du couronnement eut lieu. Les conseillers présentèrent le calendrier, le serment, la procession, le discours et les réunions officielles avec les dirigeants mondiaux. Chaque détail avait été vérifié 3 fois. Un conseiller aîné dit doucement : « Votre Majesté, la couronne reposera sur votre tête pendant seulement 3 minutes, mais les yeux du monde reposeront sur vous pendant les 3. Rappelez-vous, ce moment définira votre vie. » William ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Il le savait depuis toujours. Depuis le moment où il était né, toute sa vie l'avait préparé à ces 3 minutes. Quand la réunion prit fin, tout le monde partit et il resta seul. Debout près de la fenêtre, il regarda le ciel de Londres. Les nuages gris se séparaient lentement, laissant passer la faible lumière d'un soleil de fin d'après-midi. Cette lumière toucha son visage, fatigué mais résolu. Peu de temps après, Anne entra dans la pièce. Elle ne parla pas. Elle se contenta de déposer une enveloppe sur le bureau de William. C'était une lettre du roi Charles, écrite avant que sa maladie ne s'aggrave. William l'ouvrit. L'écriture de son père était toujours ferme, délibérée, indubitable. « Mon fils, la couronne n'est jamais une récompense. C'est un devoir. Celui qui la porte doit d'abord apprendre à s'incliner devant son peuple avant que celui-ci ne s'incline devant lui. Si jamais tu te trouves dans le doute, souviens-toi de ceci. La force d'un roi réside dans la compassion, pas dans le trône. » William plia la lettre avec soin, les yeux brillants. Il murmura : « Je comprends, père. » Ce soir-là, chaque lumière du palais brûlait de 1000 feux. Des convois de voitures transportaient des documents, des vêtements et du personnel cérémoniel à l'intérieur et à l'extérieur des portes. Un nouveau moment approchait. William marchait le long du couloir, le son de ses pas réguliers et mesurés, se mêlant à l'horloge sonnant 8 heures. Il ne se sentait plus comme le fils cherchant la protection de son père, mais comme l'homme sur le point de protéger une nation entière. À l'entrée de la chambre cérémonielle, il s'arrêta. Un attendant lui tendit la liste de contrôle final. William la parcourut rapidement, puis dit doucement : « Demain, que tout se déroule comme il se doit. N'en faites pas trop. Restez honnêtes, simples et fidèles à l'esprit de notre temps. » Le secrétaire hocha la tête. Il leva les yeux vers le plafond où des lumières de cristal se dispersaient en 1000 reflets. Dans son cœur, il pouvait presque entendre les voix du passé, son père, sa mère, les monarques dont les noms étaient désormais l'histoire. Chaque voix murmurait le même rappel. Ne laissez jamais le pouvoir dépouiller l'humanité en vous. Le roi avait survécu à la crise. La maison royale était pour l'instant stable, et William avait commencé à assumer le rôle d'héritier. Après des jours de tension, le palais sembla respirer à nouveau. Pourtant, dans chaque regard, chaque conversation silencieuse, il persistait quelque chose de non résolu. Extérieurement, tout semblait être en ordre. Les médecins continuaient de veiller sur le roi. Les devoirs royaux reprirent, et la présence de William aux réunions s'accrut. Un symbole vivant de continuité. Mais sous ce calme, de nouveaux défis se formaient discrètement. Cette histoire ne se termine pas par un miracle de survie. Elle ne s'ouvre que sur un nouveau chapitre où la vie, la mort, le fardeau et le devoir s'entremêlent dans une danse que personne ne peut prédire. Le rétablissement du roi est une bénédiction pour la nation. Mais c'est aussi une épreuve de loyauté, de foi et des liens fragiles derrière les portes closes. L'histoire de la vie, du fardeau et de la responsabilité continue.
Croyez-vous que William a la force de porter une dynastie entière sur ses épaules? Restez avec nous pour la suite, où la lumière de la couronne pourrait révéler les secrets les plus profonds de la lignée royale.